Bien, mes chers collègues, nous nous installons. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous retrouvons ce matin, après une courte nuit, Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022 qui a été présenté hier en Conseil des ministres. Ce PLFR ne remet pas en cause le cadrage macroéconomique retenu en septembre dernier, puisque les prévisions de croissance à 2,7% pour 2022 et d'inflation à 5,3% sont inchangées. Le déficit public serait très légèrement revu à la baisse, à 4,9% du PIB au lieu de 5%, et la dette resterait estimée à 111,5% du PIB en fin d'année. Pour autant, ce PLFR comporte des mesures nouvelles en dépenses, notamment pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, financées par des recettes plus élevées qu'attendues et des annulations de crédits. Je cède sans plus attendre la parole au ministre pour nous exposer le détail de ces mouvements en recettes et en dépenses. Et je vous rappelle, mes chers collègues, que notre audition est retransmise sur le site internet du Sénat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Après vous avoir quitté nuitamment sur la loi de programmation des finances publiques, nous nous retrouvons ce matin pour le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022. Après nous être projetés dans les 5 années à venir, nous retournons dans le présent immédiat, puisqu'il s'agit du PLFR classique de fin de gestion pour l'année 2022. C'est un texte donc qui est classique, mais au-delà de sa dimension technique, il traduit des choix qui n'ont pas varié. On pourrait presque parler d'une logique de complément ou de rallonge par rapport au PLFR adopté précédemment cet été, puisqu'il s'agit toujours d'aider notre pays à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, dans la continuité du paquet pouvoir d'achat présenté en juillet et largement enrichi par le travail parlementaire. Vous vous en souvenez, le premier PLFR a constitué un effort de soutien absolument majeur, puisqu'il recouvrait 44 milliards d'euros de crédits supplémentaires, dont 20 milliards d'euros consacrés à la protection du pouvoir d'achat. Le texte que nous vous présentons aujourd'hui est certes plus modeste dans ses ambitions budgétaires, mais il permet néanmoins d'assurer le financement de mesures qui vont protéger le quotidien des Français, tout en procédant à un certain nombre d'ajustements dans une logique très classique de fin de gestion. Comme le PLFR de juillet, ce texte traduit d'abord une volonté de soutenir et de protéger dans un contexte où l'inflation reste à des niveaux élevés et où la puissance publique a le devoir de continuer à répondre présent. Pour ma part, il me semble donc qu'une large majorité peut être rassemblée derrière cet objectif. Vous le savez, notre principal défi, c'est d'aider l'économie française à résister face à la flambée des prix de l'énergie. La Première ministre l'a rappelé lors de sa conférence de presse jeudi dernier, les prix de marché du gaz et de l'électricité seront l'année prochaine plus de 10 fois supérieurs à ceux de 2020. C'est un choc majeur auquel nous faisons face. Il s'agit donc d'aider l'économie française à résister. C'est le sens des dispositions supplémentaires qui ont été ajoutées à l'Assemblée nationale par amendement au nouveau bouclier tarifaire face à les prix de l'énergie pour les entreprises et pour les collectivités locales pour l'année 2023. Mais aider l'économie française à résister, ça veut aussi dire, dès aujourd'hui et en cette fin 2022, continuer à soutenir les ménages. Nous le faisons depuis l'automne 2021 et nous continuerons à le faire. Ça veut dire continuer à soutenir les entreprises. Nous avons annoncé un certain nombre de mesures, encore une fois, qui doivent permettre à ces entreprises de tenir. Il s'agit d'aider nos entreprises à tenir le choc, notamment pour qu'elles continuent à produire, à investir et à embaucher. Les mesures mises en place sont bien sûr coûteuses pour nos finances publiques, mais elles doivent nous permettre de consolider l'objectif de croissance que nous avons fixé à 1% pour l'année prochaine. Je vais vous dire une chose simple, on peut débattre, ça a été l'occasion à nouveau hier soir, des heures de la pertinence d'une prévision. Vous allez me dire qu'elle est fragile, je vous répondrai qu'elle est au contraire solide et étayée. Mais il me semble que le plus important n'est pas là, parce qu'en fin de compte, la croissance réalisée ne dépend pas d'une controverse entre experts ou entre politiques, mais de la confiance que nous serons capables de créer et des réformes que nous serons capables de conduire au service de l'activité économique dans notre pays. Je crois que le texte qui vous est présenté aujourd'hui contribue à créer, je l'espère, de la confiance parce qu'il montre que l'État continue à lutter sans relâche contre l'inflation et ses effets dans la continuité de la loi de finances rectificative adoptée cet été. Pour renforcer le soutien aux ménages face à la hausse des factures, ce PLFR met en œuvre l'annonce de la Première ministre concernant le versement d'un chèque énergie exceptionnel.
Le 16 septembre dernier, le gouvernement a en effet annoncé l'octroi d'un chèque énergie exceptionnel à 12 millions de ménages. Ce chèque énergie sera de 200 € pour les ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie classique et de 100 € pour les ménages des 3e et 4e déciles. C'est pour faire face à l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz de 15% qui aura lieu en début d'année. J'en profite pour rappeler que la LFR 1 a prévu un budget de 230 millions d'euros pour aider les ménages se chauffant au fioul, très attendu par nos concitoyens qui se chauffent au fioul. Cette aide, dont le contenu a été défini en lien avec les groupes politiques, se traduit par l'attribution d'un chèque énergie spécifique au fioul pour les 5 premiers déciles. Ce chèque est de 200 € pour les ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie et de 100 € pour les ménages des 3e à 5e déciles. Il pourra être versé à partir du 8 novembre. Vous le savez, la Première ministre a également annoncé une prolongation jusqu'à la mi-novembre de la ristourne de 30 centimes par litre pour le carburant, pour tenir compte du blocage des raffineries et des difficultés d'approvisionnement dont pâtissent encore nos compatriotes. Les médias en parlent moins, mais dans un certain nombre de régions, notamment en Île-de-France, il reste de très grandes difficultés pour nos concitoyens pour faire le plein d'essence. Nous prolongeons donc la ristourne carburant de 15 jours. Elle devait s'arrêter mardi prochain. Cette prolongation représente un coût pour nos finances publiques de 440 millions d'euros. Entre le 15 novembre et le 31 décembre, elle sera réduite à 10 centimes par litre, comme nous l'avions annoncé. Pour autant, 2023 ne sera pas un synonyme d'un arrêt brutal du soutien apporté à nos automobilistes. La réalité, c'est que nous devons continuer à soutenir ce que l'on a appelé désormais un peu communément les gros rouleurs. Moi, je parle plus volontiers de gros bosseurs, c'est-à-dire les Français qui travaillent dur, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qui ne peuvent pas faire autrement, qui se prennent de plein fouet la hausse des prix du carburant. Et aller travailler ne doit jamais coûter plus cher que ne pas aller travailler. Et donc, le président de la République l'a dit la semaine dernière, un dispositif ciblé sur ces travailleurs sera mis en place avec des modalités qui vont être définies précisément dans les prochaines semaines, mais qui devraient être assez proches de ce que nous avions envisagé en juillet avec l'indemnité carburant travailleur, dont nous avions donné des informations sur les contours. Il s'agit en effet d'agir de manière plus ciblée en concentrant l'argent public sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. Pour dire les choses simplement, le combien ça coûte, que je défends si souvent, n'a jamais voulu dire que nous allions laisser les Français à la merci de l'inflation. Simplement, dans un contexte où la France emprunte désormais à des taux compris entre 2,5 et 3%, il serait déraisonnable de déverser l'argent public sans distinguer entre les situations individuelles et les niveaux de revenus. Je rappelle par ailleurs que le Parlement a adopté cet été aussi un doublement du plafond du chèque carburant défiscalisé que peuvent verser les entreprises à destination de leurs salariés qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Nous souhaitons évidemment que les entreprises qui le peuvent s'en saisissent à compter de début 2023. Vous le voyez, ce PLFR est donc un texte dont les mesures contribueront à soutenir nos compatriotes dans leur quotidien. C'est aussi un texte de soutien aux opérateurs de l'État. Je pense notamment aux universités, aux établissements de recherche et aux Crous, afin de les aider à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Nous avons donc prévu un fonds de 275 millions d'euros, immédiatement débloquable au bénéfice des opérateurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous savons, avec ma collègue Sylvie Retailleau, que certaines universités sont tentées de privilégier l'enseignement à distance cet hiver pour limiter leurs factures de chauffage et d'éclairage. Pour notre part, nous préférons des amphis remplis et éclairés, même si cela doit mobiliser de l'argent public. Dans la même logique, ce PLFR prévoit des ouvertures de crédits pour les frais de carburant exceptionnels du ministère des Armées, pour les opérations extérieures. Il y a un besoin de carburant opérationnel évident. Avec le renchérissement des coûts du carburant, il faut soutenir nos armées pour qu'elles puissent continuer à s'approvisionner. Une enveloppe de 200 millions d'euros est donc prévue pour cela. Ce sont donc 2,5 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour aider les Français et certains opérateurs de l'État à faire face au choc énergétique. Mais il ne s'agit pas de parer uniquement à l'urgence, il s'agit aussi, au travers de ce texte, de procéder à un certain nombre d'ajustements de fin de gestion avec le souci permanent de tenir les comptes publics. Au global, les ouvertures de crédit auxquelles nous procédons pour assurer de nouvelles dépenses sont de l'ordre de 5 milliards d'euros. Ces ouvertures sont compensées par des annulations de crédit d'un montant identique. Autrement dit, il y a les dépenses exceptionnelles liées à l'inflation pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et les opérateurs. De l'autre côté, il y a des ouvertures de crédit qui ne sont pas immédiatement liées à ces dépenses exceptionnelles. Ces autres ouvertures de crédit sont intégralement compensées par des annulations de crédit à due concurrence. C'est donc un texte d'équilibre budgétaire hors dépenses exceptionnelles liées à la crise de l'énergie. La principale ouverture de crédit
à hauteur de 2 milliards d'euros, permet de soutenir la trésorerie de France Compétences. Conséquence de la poursuite de l'envol du nombre de contrats d'apprentissage dans notre pays, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les jeunes en apprentissage, une bonne nouvelle pour les entreprises et une bonne nouvelle pour l'économie française d'une manière générale. Je rappelle que la loi de finances rectificative cet été avait déjà ouvert 1,8 milliard d'euros de crédits pour France Compétences et près de 750 millions d'euros pour les primes d'apprentissage. On voit bien qu'il y a un besoin de rallonge de trésorerie, ce qui dit d'une part qu'il y a un succès dans la politique de l'apprentissage, mais de l'autre que nous devons évidemment continuer à rechercher des économies structurelles chez France Compétences. Et ce sera notamment un gros débat qu'on aura dans le PLF, puisque des mesures ont été adoptées dans le cadre du 49.3, des amendements ont été retenus par le gouvernement pour réaliser des économies supplémentaires chez France Compétences. Autre ouverture significative, 1,1 milliard d'euros sont ouverts pour la mission Défense pour financer le soutien militaire que nous apportons à l'Ukraine. Nous ouvrons également des crédits à hauteur de 450 millions d'euros pour prolonger le financement des mesures d'indemnisation des crises agricoles survenues cette année. En contrepartie, je le disais, nous procédons à des annulations de crédits de montants équivalents qui ont pour effet de couvrir intégralement les ouvertures que je viens de présenter. J'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir durant cette audition. Je vous disais que notre premier objectif est d'aider l'économie française à absorber le choc. Le deuxième est de tenir nos comptes conformément aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens et vis-à-vis des Français. Et donc, je le disais, hors dépenses exceptionnelles liées à la crise de l'énergie, nous vous présentons un texte sans ouverture nette. Les 5 milliards d'euros, à nouveau, sont gagés, compensés par des annulations. Preuve de cette ligne qui nous pousse à chercher continuellement à tenir nos comptes, le solde budgétaire est en légère, très légère amélioration et devrait s'établir à 4,9% pour l'année 2022, soit 0,1 point de mieux que la prévision réalisée pour la dernière loi de finances rectificative. Cette amélioration s'explique par une réévaluation des recettes plus élevée que les dépenses nouvelles permises par ce projet de loi. Ces recettes supplémentaires par rapport aux prévisions sont notamment le fruit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, ce qui est aussi un signe supplémentaire que l'économie française résiste. C'est évidemment une bonne nouvelle dont, je le sais, nous nous félicitons et nous nous réjouissons collectivement. Notre économie résiste, il y a évidemment des aléas, évidemment des turbulences, mais nous avons un acquis de croissance à 2,5% alors que cet objectif était remis en question et parfois mis en doute par certains prévisionnistes il y a encore quelques mois. Et nous avons des entreprises qui continuent à investir, en témoignent les derniers chiffres de l'INSEE avec une poursuite notable de la progression de l'investissement dans notre pays au dernier trimestre. Il ne s'agit pas de s'adresser des satisfecit, mais simplement de constater que notre pays, malgré les aléas, ne cède pas un pouce de terrain au laisser-aller budgétaire. Cette trajectoire de sérieux, qui, je le redis, n'a rien à voir avec l'austérité, nous la tiendrons en 2023 et pour les années suivantes, afin d'assurer la stabilisation de la dette et le retour du déficit sous la barre des 3% avant la fin du quinquennat. Oui, je crois que nous pouvons nous rassembler derrière cet objectif de protection de nos compatriotes, comme nous pouvons nous rassembler derrière celui de la tenue de nos comptes. Je vous remercie et me tiens désormais à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Sans plus attendre, je vais donner la parole au rapporteur général. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de cette présentation. Je vais aborder tout de suite ce projet de loi de finances rectificative à travers 4 questions. Une première sur la question de la prévision de croissance du PIB à 2,7, qui donc reste inchangée par rapport à celle indiquée dans le PLF pour 2023. Le Haut Conseil, d'ailleurs, la juge crédible au regard des informations dont il dispose, mais depuis l'élaboration de cet avis, l'INSEE a publié les comptes nationaux du 3e trimestre de cette année qui note un ralentissement de l'activité, et l'INSEE prévoit également que l'activité ne devrait pas progresser au 4e trimestre. Et à cet égard, est-ce que la croissance du PIB en 2022 serait de 2,5 et non de 2,7 ? Quelles sont, par rapport à cette remarque et à ces prévisions, vos observations, et en tirez-vous des conséquences concrètes sur le budget? Deuxième question, elle concerne les autorisations d'emploi qu'accroît d'ailleurs ce PLFR pour plus de 1100 équivalents temps plein travaillés pour l'État et ses opérateurs. Au titre de 2022, ma question, est-ce que vous comptez déposer un amendement sur le PLF pour accroître en conséquence les plafonds
d'emploi de 2023, ou alors cette augmentation n'est-elle qu'une anticipation par rapport aux augmentations que vous avez déjà prévues pour 2023, et vous nous l'avez dit, au nombre de 20 000 TPT avec des effets de périmètre, puisqu'il y aura également des réorganisations et des redéploiements. Troisième question, ça devient un irritant pour la Commission des finances, c'est le fameux sujet de France Compétences, qui est un espèce de puits sans fond, un canard sans tête, où on met régulièrement des sommes importantes, j'ose pas les qualifier autrement, mais en tous les cas qui paraissent déraisonnables par rapport à ce qui me paraît être une imprévision de la part du gouvernement. Là, c'est encore 2 milliards d'euros. Après les 2 milliards d'euros déjà de cet été. J'espère qu'il n'y aura pas un nouveau PLFR avant la fin de l'année, parce qu'on remettrait 2 milliards, il y a une espèce d'abonnement. Comment expliquez-vous ces besoins? Comment ne pas avoir mieux intégré dans vos prévisions de l'été, puisqu'on était comme au mois de juillet, on n'est jamais que début novembre, c'est-à-dire qu'il s'est juste passé 2 mois. Jusqu'où pensez-vous que nous allons aller dans cette réforme, je le dis, qui souffre d'une impréparation chronique dangereuse? Et je rappelle que ça fait, comment dirais-je, c'est un peu l'hélicoptère à milliards autour de France Compétences. Moi, vraiment, je vous pose la question avec à la fois solennité et gravité. Et puis, je garde non pas le meilleur pour la fin, parce que c'est pas le meilleur, mais dans le dernier PLFR de l'été, enfin le précédent, puisque le dernier, il arrive, nous vous avions mis en garde et nous avions fait des propositions pour, je dirais, resserrer la maille des économies possibles, et vous aviez balayé un certain nombre d'amendements par des objections toutes plus étayées les unes que les autres. Il s'avère que vous venez d'annuler des crédits pour 2 milliards d'euros pour les appels en garantie, près d'1 milliard sur la mission plan d'urgence, 500 millions sur les dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles. C'est-à-dire que finalement, vous proposez aujourd'hui les amendements que le Sénat vous avait proposés et que vous aviez refusés. C'est un acte que je vais appeler un peu de la part du gouvernement de contrition, mais convenez que c'est un peu dommage de ne pas avoir fait ce travail plus tôt, parce qu'il permettait et il aurait permis d'être plus dans la réalité de la vie et dans la vérité des chiffres. Est-ce que vous pouvez donc, dans ce budget rectificatif, identifier des annulations de crédit, parce que je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant, qui correspondraient par contre à un effort d'économie? Merci, monsieur le rapporteur. Je vais me permettre de rajouter une question, mais dans le même sens. Mais voilà, vu sous l'autre angle. Annulation de crédit. Bon, je crois que le rapporteur général a dit tout ce que nous avions pensé à l'époque et que nous avions effectivement, sur sa proposition, soutenu. Est-ce qu'il n'y a pas la même question qui se pose sur les recettes? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas toujours, vous savez, Monsieur le ministre, on est toujours... ici, vous avez beaucoup de maires, si vous voulez. Et les maires, comment dire, avec leur directeur général des services, ils ont souvent un rôle, c'est d'aller voir là où le DGS a fait des poches, vous voyez. Bon, et on passe notre temps à discuter avec le DGS pour leur dire, bon, t'es gentil, tu te mets des précautions, mais voilà, tu m'en parles et on le fait ensemble. C'est un débat permanent. Et sur les recettes, avec vous, un peu cette même impression, c'est-à-dire que on sous-évalue au début, d'ailleurs on vous le dit, on n'est pas les seuls, le Haut Conseil souvent dit les recettes sont peut-être un peu sous-estimées, bon, etc. Et ensuite on les découvre extraordinairement au bon moment, c'est-à-dire au moment où on a besoin pour couvrir des dépenses. Ça ressemble fâcheusement à la théorie de la poche, vous voyez, la poche de précaution, enfin, hein, mais non dite, non affirmée. Et alors en plus, c'est revendu avec un discours très positif sous l'angle nos politiques réussissent. Ce qui est quand même, comment dire, le top. Merci, monsieur le ministre, de me dire si c'est ça ou pas, quoi. Enfin, bon, voilà.
Je ne vous surprendrai pas dans la réponse, je préfère le dire tout de suite pour pas qu'il y ait de faux suspense. Merci pour ces questions. Je vais commencer par les questions du rapporteur général. La première portait sur la prévision de croissance maintenue à 2,7% pour 2027, qui a effectivement été jugée crédible par le Haut Conseil aux finances publiques. Vous avez indiqué que dans la foulée, l'INSEE avait publié ces données qui pouvaient laisser penser qu'il serait plus difficile que prévu de l'atteindre. Je note que précédemment, le Haut Conseil, lors de la précédente prévision, le Haut Conseil aux finances publiques avait jugé que cet objectif n'était pas crédible pour 2022, les 2,5%, et que le lendemain, l'INSEE avait publié des données qui avaient confirmé l'acquis de croissance à 2,5%. Mais pourquoi est-ce qu'on a maintenu à 2,7%? Parce qu'on voit que l'activité continue de progresser, et notamment s'agissant de l'investissement. Les chiffres qui ont été communiqués par l'INSEE sont très positifs de ce point de vue-là. Je crois que c'est une hausse de 2,8%. Mon équipe hochera la tête négativement si je me trompe, mais 2,8% au dernier trimestre, qui est une augmentation supérieure à celle que nous avions connue au trimestre précédent. Et c'est vrai que les dernières informations dont on dispose, il ne s'agit pas de dire encore une fois que tout est florissant, il y a un certain nombre d'aléas, il y a des nuages qui s'amoncellent aussi pour 2023, mais témoigne plutôt d'une économie qui résiste, qui fait preuve d'une résilience. L'activité a continué de progresser au troisième trimestre, plus 0,2%, après plus 0,5% au deuxième trimestre, et ce malgré les conséquences de la guerre en Ukraine. L'investissement des entreprises reste vigoureux lui aussi, je le disais à l'instant. La production manufacturière progresse, plus 0,6%. Nous avons réalisé des premières enquêtes auprès des entreprises sur le quatrième trimestre. Elles sont toujours favorables, puisque en octobre, le climat des affaires de l'INSEE est à un niveau supérieur à la normale, à 102, contre une moyenne à 100. Alors, c'est toujours des statistiques qui sont très globales, mais globalement, l'INSEE note un climat qui est plus favorable, ce qui suggère une croissance toujours dynamique. Il y a un aléa majeur qui pèse, on le sait, sur la croissance en cette fin d'année, c'est le risque d'une rupture d'approvisionnement en produits énergétiques. Or, nos stocks de gaz sont remplis à plein. Vous savez que c'est un objectif qu'on poursuivait de manière très forte, c'est remplir à 100% nos stocks de gaz avant l'arrivée dans l'hiver. Ils sont remplis, ce qui éloigne ce risque d'avoir une rupture d'approvisionnement cet hiver en matière de gaz. Et donc, c'est la raison pour laquelle le HCFP a jugé crédible notre prévision de croissance 2022, qui est par ailleurs proche des dernières prévisions qui ont été publiées. Je crois que l'INSEE, la Banque de France, l'OCDE et l'OFCE sont à 2,6 et que le consensus et le FMI est à 2,5. Mais nous maintenons notre prévision à 2,7. Ces écarts sont quand même très limités au regard des incertitudes actuelles. Sur la deuxième question, sur les autorisations d'emploi, il y a effectivement un relèvement du plafond de plusieurs ministères à hauteur de 907 ETPT au total. C'est une évolution qui s'explique essentiellement par la hausse du plafond d'emploi, le relèvement du plafond d'emploi pour le ministère de la Justice, 691 EPTP. Vous savez qu'on a un objectif très fort de réarmement du ministère de la Justice. Le budget a augmenté de plus de 40% entre 2017 et 2023. Et nous avons aussi un objectif de relèvement du plafond d'emploi. 8500 postes supplémentaires de magistrats, de greffiers, de personnel de justice sont prévus pour le quinquennat qui s'ouvre. En l'occurrence, ces créations de postes, 691, viennent tirer les conséquences de la pérennisation du renforcement de la lutte contre les violences intrafamiliales, les moyens accordés également dans le cadre du volet civil de la justice de proximité. Il y a d'autres ajustements techniques, mais beaucoup plus mineurs dans d'autres ministères. Et cette correction effectuée en PLFR de fin de gestion sur la justice donnera effectivement lieu, je vous le confirme, monsieur le rapporteur général, c'était votre question, à un amendement de coordination en PLF 2023 pour ajuster le plafond du ministère de la Justice d'autant. Il faut toutefois attendre que le PLFR soit débattu et donc l'amendement au PLF 23 sera apporté plus tard au Sénat ou en seconde lecture à l'Assemblée nationale en fonction de l'examen du PLFR. Mais ces créations rentrent dans le plafond, le relèvement du plafond d'emploi que nous avons annoncé pour le quinquennat pour le ministère de la Justice. Je crois que nous sommes nombreux à nous retrouver derrière cet objectif. Sur France Compétences, oui, je sais que c'est un débat mais qui est légitime et important. On avait eu l'occasion d'en parler cet été au moment du PLFR 1. Et je vous le dis, moi, en tant que ministre du Budget, je considère aussi que la situation n'est pas satisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre notre travail pour apporter des économies structurelles à France Compétences. Ils sont dans une situation financière particulièrement préoccupante, principalement pour 3 raisons.
La première raison, c'est le succès de l'apprentissage, je le disais, qui conduit à une envolée des coûts contrats des CFA que finance France Compétences pour plus de 10 milliards d'euros désormais. Les dernières données d'ARES disponibles montrent à fin août 2022 une hausse de 13% des entrées en apprentissage par rapport à la même période en 2021, ce qui était déjà une année historique. Deuxièmement, il y a le décollage du compte personnel de formation, qui est également financé par France Compétences pour désormais 3 milliards d'euros. Et enfin, il y a des recettes affectées avec la CUFPA qui sont dynamiques à 10 milliards d'euros, mais pas assez pour couvrir le besoin de financement et souffrent de plusieurs niches qui en atténuent le rendement. Et donc, face à ce déséquilibre entre les recettes qui sont contraintes, qui sont moins dynamiques que les dépenses, et les dépenses qui sont très dynamiques, l'opérateur a recouru à des emprunts de court terme et qui deviennent onéreux avec la remontée des taux d'intérêt. Il a bénéficié de subventions exceptionnelles pour l'État, je rappelais, 2,8 milliards en 2021, 4 milliards en 2022 avec ce PLFR et encore 1,7 milliard prévu en PLF 23. On n'est pas au bout encore de l'argent qu'on va rajouter à France Compétences, en tout cas qu'on propose de rajouter. Ces subventions, elles visent tout simplement à éviter une rupture de trésorerie chez France Compétences qui aurait pour conséquence de mettre en difficulté les CFA ou le financement des droits à la formation. Pour autant, ça n'est pas satisfaisant. On est très content que notre pays ait fait décoller l'apprentissage, qu'on soit passé de 300 000 jeunes en apprentissage en 2017 sur une année à plus de 700 000 aujourd'hui. C'est le fruit des réformes qui ont été conduites et de ce soutien. Je ne rappelle pas tout ce qui a été fait en la matière pour simplifier l'apprentissage et le recours. Pour autant, il faut apporter, je le disais, une réponse structurelle pour assurer la soutenabilité financière de France Compétences. Et donc, nous déployons depuis la rentrée plusieurs mesures d'économie que je vais détailler brièvement. D'abord, on ajuste les coûts contrats au coût réel de la formation supportée par les CFA. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes et du rapport Puissat-Ferret-Lévrier du Sénat en juin 2022, ça inspire beaucoup des rapports du Sénat évidemment. C'est un bon début. C'était précisément la proposition 19 de ce très bon rapport. Et donc cet ajustement des coûts contrats a débuté au mois de septembre et il permettra entre 2022 et 2023 une baisse de 10% des coûts contrats dans les CFA. Ça fait une économie de 800 millions d'euros. Cette mesure a été adoptée en conseil d'administration de France Compétences. 800 millions d'euros déjà sur les coûts contrats des CFA. Ensuite, nous souhaitons mieux réguler le compte personnel de formation. C'est un formidable outil pour garantir la formation des Français, l'acquisition de compétences. On a simplifié le droit à la formation. C'est beaucoup plus simple de la vie générale d'avoir un compte en euros et un panel de formations qui sont accessibles en un clic. Mais il faut évidemment limiter les abus. D'abord, il faut limiter la fraude. Il y en a beaucoup. Vous savez qu'il y a un texte qui a été adopté sur le sujet et qu'on sanctionne de mieux en mieux la fraude en la matière. Il faut nettoyer du répertoire des formations qui n'ont pas forcément vocation à être financées par le compte personnel de formation. Et donc sur ce sujet-là, on avance aussi. À l'Assemblée nationale, dans le cadre du 49.3 qui a été décidé par la Première ministre sur la partie 2 du PLF hier, nous avons retenu un amendement qui sera donc soumis à la discussion au Sénat, qui permet l'instauration d'une participation financière des bénéficiaires du compte personnel de formation. C'était là aussi proposé par la Cour des comptes et par le rapport sénatorial auquel je faisais référence. C'était la proposition numéro 11. Et donc nous allons concerter avec les partenaires sociaux, évidemment avec vous, le montant de cette participation, mais mettre une participation financière pour l'accès à la formation, c'est une mesure de recette, entre guillemets, enfin en tout cas d'économie, puisque c'est une moindre dépense du compte personnel de formation pour payer la formation. Mais ça permet aussi d'assurer que les formations qui sont assurées sont de vraies formations. Et si je devais schématiser, qu'on ne finance pas des formations qui consistent à remettre une clé USB aux bénéficiaires pour solde de tout compte. Je caricature à dessein, mais enfin il y a quand même des choses qui se rapprochent de ça. Donc participation financière pour la formation dans le cadre du CPF, c'est adopté avec un amendement au 49.3 à l'Assemblée. Vous allez en débattre. Il y a d'autres mesures qui pourront venir compléter utilement ce plan de redressement et je le dis, nous serons très attentifs aux propositions que vous pourrez continuer à faire sur ce sujet-là. Je termine avec le sujet des annulations de crédit. C'est d'abord un PLFR de fin de gestion. Classiquement, je crois, fait plutôt des économies de constatation. Les choix d'économie que nous faisons, nous les faisons plutôt en PLF. Et donc oui, il y a une part d'économie de constatation et je vous rejoins bien volontiers, monsieur le rapporteur général, pour dire que une partie de ces économies de constatation avait été
vous les anticipiez cet été en nous disant... Voilà, vous le disiez cet été, il ne faut pas mettre autant sur ces enveloppes puisque probablement vous annulerez tout ou partie des crédits. Si on prend les dépenses sur le plan d'urgence, c'était effectivement le cas, mais je crois que nous annulons 500 millions, là où il y avait dans l'enveloppe prévue un peu plus, 1 milliard je crois. Donc on n'annule pas l'intégralité du milliard, mais une partie. C'est une bonne nouvelle, on n'a pas eu besoin d'utiliser cet argent, mais c'est vrai, et je vous le reconnais, que vous aviez signalé ce point. Sur la question des 2 milliards d'appels en garantie, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est aussi un bon signe pour l'économie française. C'est un bon signe qu'il y ait moins de défaillances que ce qui était anticipé ou redouté, et que l'appel en garantie de l'État pour des PGE d'entreprises défaillantes était moins sollicité. C'est quand même plutôt bon signe, c'est 2 milliards d'économies à ce titre. Et c'est vrai qu'on avait prévu, anticipé, redouté qu'il y ait plus de défaillances d'entreprises et ça n'est pas le cas. Enfin, Monsieur le Président Reynal, je ne vais pas vous surprendre, non, on ne sous-évalue pas les recettes, on essaye de viser au plus juste. Et d'ailleurs, je suis sûr que si on prévoyait des recettes... on va dire, très importante ou assez vite, on remettrait en doute nos prévisions et on nous dirait vous bouclez un solde prévisionnel de déficit en gonflant des recettes prévisionnelles. En réalité, vous n'arriverez pas à obtenir de telles recettes. Objectivement, la prévision est toujours très difficile. Il y a un certain nombre d'aléas qui pèsent sur l'économie française. Une guerre au cœur de l'Europe, une crise internationale sur les prix de l'énergie, l'inflation qui est de retour massivement dans le monde entier. Ça incite quand même à une forme de prudence. Et on essaye d'être au plus juste. Et quand on a des bonnes nouvelles, en l'occurrence sur les recettes et sur l'impôt sur les sociétés, comme on l'a eu ces derniers mois, c'est plutôt bon signe sur la vitalité de l'économie française. Mais si on avait pu prévoir ces recettes, évidemment, on l'aurait fait. Merci, Monsieur le Ministre. Didier Rambaud, puis Vincent Delahaye. Merci, Président. Monsieur le Ministre, donc, vous venez de décliner ce PLFR avec diverses mesures de soutien, confirmées ou de nouvelles. Et j'ai bien noté notamment donc, votre annonce d'un mécanisme de soutien pour les universités, les opérateurs de recherche, les CROUS, pour leur permettre de faire face aux dépenses d'énergie. Un fonds, donc, j'ai bien noté, de 275 millions d'euros. Alors, comme parlementaire isérois, je me effectivement très attentif à cette annonce, puisque voilà, à Grenoble, il y a un campus universitaire, des centres de recherche très importants. Je ne vais pas manquer d'être interrogé maintenant sur la mécanique de cette annonce, comment cette aide va se décomposer, comment elle va être répartie entre les différents opérateurs. Donc, est-ce que vous pouviez nous en préciser un petit peu le fonctionnement et les conditions d'attribution? Je vous remercie. Merci Didier. Vincent Delahaye, puis Christine Lavarde. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, moi, je reviens un tout petit peu sur les recettes poche de précaution ou pas. En tout cas, c'est un argument que j'avais avancé en 2021 lorsqu'on avait fait le PLF 2021 et que les recettes avaient largement été sous-évaluées pour pouvoir avoir de bonnes nouvelles avant les élections présidentielles. Alors, moi, ça ne m'avait pas échappé, en tout cas. Ce qui ne m'a pas échappé, c'est qu'à chaque fois, sur les recettes, on a assez peu de documentation sur les hypothèses qui sont retenues pour évaluer les recettes. Quand on cherche dans les documents, on en trouve assez peu. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on ait plus de détails. Je ne sais pas si le rapporteur a réussi à en avoir pour 2023, pour le PLF 2023. Parce que mon sentiment, c'est qu'effectivement, on a un peu sous-évalué en 2021-2022 et je pense qu'on a un peu surévalué pour 2023. Voilà, je vous donne mon sentiment, on verra le résultat à l'arrivée, mais mon sentiment, c'est que le 1% de croissance, il va être difficile à atteindre en 2023 et que dans ces conditions, on verra au niveau des recettes, mais j'espère qu'on aura le détail. Sur les investissements, moi je me réjouis aussi que les investissements augmentent de 2,8%, mais j'aimerais bien avoir la distinction entre investissement financier et investissement productif. Parce que pour moi, les investissements productifs, depuis pas mal de temps, ont plutôt tendance à baisser. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Je dirais que les investissements financiers augmentent. On est dans un monde financiarisé avec beaucoup de dettes. C'est assez classique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les investissements productifs. Alors moi, je m'inquiète aussi, bien sûr, sur les dépenses de France Compétences. Ça a été largement dit. Moi, ça m'interpelle, c'est les dépenses de guichet. Guichet est ouvert. Allez-y, messieurs, dames. 8 000 € aux entreprises. On ne prend pas toujours les personnes qu'on devrait prendre en apprentissage, parce que ce n'est pas toujours la bonne cible. Moi, je pense que les grosses dépenses, c'est surtout sur des apprentissages d'enseignement supérieur où finalement c'est assez facile. Et sur ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, c'est là où c'est le plus difficile, et je pense qu'on ne fait pas assez d'efforts là-dessus. Donc il y a un effet d'aubaine.
je suis peut-être un orthodoxe, mais moi j'ai tendance à ne pas dépenser plus que ce que je gagne. Donc, dans tous les domaines. Donc j'essaye de me dire, j'ai une politique pour l'apprentissage, je fixe un montant annuel et vous ne devez pas le dépasser. Voilà, il n'y a pas un guichet, il y a un moment donné où stop, les crédits sont épuisés et on n'est pas là à guichet ouvert. En tout cas, je l'ai déjà dénoncé pour l'aide médicale d'État, hein, l'AME. D'ailleurs, je n'ai pas encore regardé ce qui se passait pour 2023 pour l'AME, mais ces dépenses de guichet, moi, ça me gêne toujours. Alors, je vais poser une question, parce que là, j'ai fait plutôt des constatations et des observations, mais sur la question, c'est sur les collectivités territoriales. Il y a un bouclier qui a été voté au mois d'août. Il me semble que ce bouclier ne va pas toucher autant de communes que ce qui a été annoncé, mais vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose. Il était prévu qu'on dépense 1,5 milliard. Combien on va dépenser réellement? Et est-ce que ce qui est prévu pour 2023, le milliard supplémentaire, sur quels critères vous allez arrêter ce soutien aux collectivités territoriales? Merci Vincent. Christine Lavarde, puis Vanina Paoli-Gagin. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, j'aurais deux questions. La première est relative au bouclier tarifaire pour les EHPAD, puisque là, vous venez de nous parler des universités, de l'armée, enfin de tout un tas de secteurs pour lesquels on apporte des mesures complémentaires. J'ai cru comprendre que le gouvernement a pris des engagements vis-à-vis des EHPAD. Alors, je m'excuse parce que c'est peut-être à cheval entre le PLFSS dont on va bientôt discuter et certaines mesures du PLF 2023, mais il y a quand même la question qui reste à solder, c'est 2022. Pour lequel les crédits, pour moi, doivent être pris sur 2022. Dans ce texte-là, je ne vois rien. Donc, comment le gouvernement compte aider ce secteur qui, en plus, pour le coup, est un secteur qui est quand même assez contraint dans ses possibilités de faire des économies d'énergie. Enfin, malheureusement, une personne âgée alitée, on ne va pas pouvoir la mettre dans une chambre à 15 degrés. Enfin, voilà, on n'est pas dans le même... dans les mêmes possibilités que pour des gymnases ou autres. Donc ça, c'était ma première question. Ma seconde question porte sur l'article 2. Alors, c'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement. Votre prédécesseur doit avoir des archives sur toutes les questions que j'ai pu lui poser ou les courriers que j'ai pu lui envoyer. Alors déjà, je constate que l'étude d'impact de l'article, comme d'habitude, ne mentionne pas les effets pour les collectivités. Alors, juste pour mes collègues, l'article 2, il vient en fait remodifier des versements à l'intérieur du CAS radar. Voilà. Et donc, ce CAS radar, il y a une partie des sommes qui est reversée aux collectivités en fonction du point de l'amende de police. Et donc, plus on fait des prélèvements au titre de l'AFITF, moins la somme qui est ensuite possible d'être reversée aux collectivités diminue. Et à l'intérieur de cette somme, il y a une question qui nous intéresse, qui est les communes de plus de 10 000 habitants de la région Île-de-France, qui, elles, se voient obligées de reverser, depuis la dépénalisation du stationnement, un montant fixe à Île-de-France Mobilité et à la région Île-de-France, qui a été calculé sur le constaté 2017. Donc on n'a plus la dynamique pour ces communes. Par contre, on a quelque chose de fixe. Et donc aujourd'hui... Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que cet article va faire pour les collectivités? C'est-à-dire que... Et donc, j'ai une dernière question, toujours en lien avec ce CAS. À l'Assemblée nationale, j'ai vu qu'un des collègues avait proposé un amendement de suppression du CAS, qui était la solution, notamment pour venir avoir des flux beaucoup plus simples à l'intérieur de cette enveloppe, entre d'un côté le financement de l'AFITF, de l'autre côté le financement des collectivités et ce qui reste ensuite... Pour l'État, cet amendement n'a pas été retenu dans le 49.3. Pourtant, j'avais cru comprendre que c'était une solution qui était préconisée par la partie budget, ministère du budget du gouvernement. Donc, est-ce à dire que vous avez encore perdu l'arbitrage cette fois-ci? Merci, Christine. Vanina Paoli-Gagin, puis Christian Billac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci pour cette présentation. Je partage tout à fait vos propos sur l'impératif de confiance. C'est pourquoi j'ai besoin juste de comprendre, mieux comprendre peut-être le sens et la portée des fonds, d'une part de compensation et d'autre part de crédits frais pour les universités et les organismes de recherche. Pour le premier, le fonds de compensation des coûts de l'énergie, alors sauf mauvaise compréhension de ma part, il me semble que c'est pour compenser les coûts de l'énergie en 2023.
Si tel est le cas, en fait, je ne comprends pas bien pourquoi c'est ouvert en PLFR pour 2022 et non pas en PLF pour 2023, ce qui aurait été peut-être plus lisible pour nous. Et sur le fonds qui est doté de 275 millions d'euros, il me semble qu'en fait, c'est seulement 150 millions d'euros de crédits frais qui sont en réalité ouverts dans votre projet de loi de finances rectificative. Mais là encore, j'ai besoin que vous confortiez ou non cette interprétation. Les 125 complémentaires seraient pris d'une part sur les crédits de la réserve de précaution des opérateurs de recherche et d'autre part sur les crédits dégagés par l'abaissement du nombre de boursiers. Ça veut dire que finalement, ce fonds de 275 millions d'euros, c'est un fonds de 150 millions d'euros. Donc je vous remercie de nous apporter vos éclairages sur ces chiffres. Merci Vadina. Christian Billac, puis Vincent Segouin. Merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, comme l'a souligné le Président Rénal, on se croirait un peu au Conseil municipal quand on découvre les poires pour la soif, appelez ça la DGS. Effectivement, on a quelques petits trésors cachés là qu'on découvre, mais enfin, à tout prendre, moi je préfère une surestimation des dépenses et sous-estimation des recettes que l'inverse. Voilà, je suis, je l'ai dit, plus pessimiste pour 2023, moi aussi, et à tout prendre, ma foi, il vaut mieux avoir plus de recettes et moins de dépenses que l'inverse. Voilà. J'aurais 3 chiffres qui m'interpellent un peu, avec quelques réflexions là-dessus. Sur le plan de relance, on a un équilibre à 298 millions d'euros, avec moins 298 millions sur l'écologie et plus 298 sur la compétitivité et la cohésion. Alors hier, dans votre intervention, vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, les accompagnateurs en matière de MaPrimeRénov' et de tous les travaux liés au climat. Si vous permettez, Monsieur le Ministre, je vais être un peu trivial, ce ne sont pas des accompagnateurs que vous avez, mais des emmerdeurs. Des emmerdeurs. Je suis à mon 3e maçon qui abandonne la qualification RGE parce qu'ils n'en peuvent plus de la tatillonnerie quotidienne auquel ils doivent faire face. Et j'en suis au 3e que je passe, parce que chaque fois, il me dit qu'il abandonnait RGE parce que c'est intenable. Et c'est d'une lourdeur incroyable. Et donc, là, il y a quelque chose qui peut être expliqué, ces 298 millions d'annulations qui n'ont pas été consommées, parce que sur le terrain, il y a des artisans qui abandonnent, et il y a beaucoup de particuliers qui abandonnent face à la complexité du montage du dossier. Pour ma part, il a duré 17 mois, le montage du dossier, et, pardonnez-moi, avec plus de 3 décennies de mandat de maire, je crois savoir à peu près monter les dossiers. 17 mois. Voilà. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième question, c'était les dépenses imprévisibles et accidentelles. Donc ça, effectivement, on ne peut pas le prévoir. Mais là, vous annulez 500 millions d'euros. Est-ce qu'il en reste un peu? Parce qu'on est quand même que début novembre. Les choses imprévisibles, elles peuvent arriver à tout moment. Donc voilà, donc les 500 millions qui disparaissent là, je voudrais savoir si on a quand même un filet de sécurité. Et la dernière question, c'est le concours financier aux collectivités locales, où on enlève 80 millions d'euros d'annulation de crédit. Et là aussi, Monsieur le Ministre, de nombreux maires me disent que c'est très compliqué parce qu'ils doivent déposer les dossiers avant la fin de l'année, mais après, ils ne reçoivent les notifications pour la DSIL ou la DETR qu'en juillet, août, voire septembre. Et donc là, il est très difficile au moment du vote du budget de savoir si on l'intègre ou pas. Et quand on reçoit une notification en juillet ou septembre, le temps de lancer l'appel d'offres et de mettre en route la machine administrative, eh bien l'année est écoulée. Voilà, donc moi j'appelle un peu plus de réactivité et je dirais de compréhension du terrain qui souvent n'arrive pas à consommer les crédits par difficulté administrative. Merci Christian. Vincent Segouin, puis Vincent Capo-Canella. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 3 questions. La première, vous avez fait une remarque intéressante. Vous avez dit que le chèque carburant irait dorénavant aux travailleurs. Je voulais juste savoir comment vous allez régler la question,
puisqu'on a quand même un taux de chômage qui est encore très élevé. Et je lisais ce matin aussi que les Français roulaient surtout le week-end. Donc on risque de faire des grosses économies. Le deuxième point, c'est par rapport au CPF. J'aimerais que vous nous rappeliez quel était l'objectif du CPF et savoir si vous avez un indice de résultat sur l'objectif fixé. Parce qu'on entend beaucoup de controverses sur le sujet et des fonds, moi je rejoins le rapporteur général quand il dit que c'est un puits sans fond. Le troisième point, c'était sur le PGE. Vous dites on est assez satisfait parce que le taux de contentieux n'a pas augmenté. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis intervenu sur le sujet parce que certes, on regarde le taux de contentieux, mais il y a d'autres critères qu'il faut regarder. C'est le nombre de radiations de société qui est en hausse de façon vertigineuse et la chute des trésoreries. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous êtes attentif par rapport à ces critères? Merci. Merci Vincent. Vincent Capo-Canella. Merci Monsieur le Président. Merci d'abord à Monsieur le Ministre de sa présentation. J'ai une question sur le cadrage un peu global de la politique budgétaire du gouvernement et également en parallèle la politique monétaire. Bon, à chaque PLF et PLFR, on est évidemment confronté à un dilemme qui est bien sûr de prendre en compte la situation économique, les crises, d'essayer de s'adapter, de ne pas casser la croissance, de répondre aux attentes de nos compatriotes qui sont évidemment légitimes face notamment à l'inflation. Et donc on est plutôt sur une politique budgétaire, disons, accommodante. Et même si là le solde s'améliore légèrement, on reste dans cette logique budgétaire un peu dépensière. Bon. Et en face de ça, avec l'inflation, il y a la remontée des taux. On le voit. Alors vous me direz peut-être que les taux réels ne sont pas ce que l'on croit ou ce que l'on dit, et qu'effectivement, il faut la relativiser. Mais voilà, est-ce qu'on peut rester longtemps avec une politique monétaire qui se dit ou qui se veut restrictive et une politique budgétaire qui reste accommodante? Merci Vincent. Daniel Breuiller, puis Stéphane Sautarel. Merci Monsieur le Ministre de cette présentation. Comme mes voisins et collègues, je me félicite des crédits annoncés côté université. J'avais aussi attiré l'attention sur la situation des universités, par ailleurs avec des locaux souvent très vétustes, universités, Crous. J'y rajoute d'ailleurs les hôpitaux qui, comme les EHPAD, ont des considérations particulières. Mais j'attends avec impatience aussi vos explications sur les modalités et les précisions. Parce que concernant le bouclier énergétique des collectivités, l'annonce était généreuse, mais la traduction ne l'était pas pour l'ensemble des collectivités territoriales, en tous les cas, pas pour les 8000 plus importantes. La deuxième remarque, c'est sur France Compétences. Comme je suis co-rapporteur avec mon collègue Emmanuel Capus de la mission Travail-Emploi, je dois dire qu'il y a sans doute des améliorations apportées. Pour ma part, l'idée qu'à l'apprentissage soit sur des crédits ouverts, c'est en réponse à Vincent, ne me choque pas parce que pour le coup, il y a un succès. Je ne donne pas toujours des satisfecit au gouvernement, donc je me permets d'en donner un. Par contre, je pense qu'il y a à revoir les modalités, parce que tu as raison, Vincent, traiter de la même façon les bacs plus 3 et les bacs moins 3, ça n'est pas certain qu'il y ait la même nécessité, évidemment, d'accompagnement dans l'apprentissage des gens qui sont déjà très formés et prêts à l'emploi, et des gens qui sont évidemment beaucoup plus éloignés, donc, mais on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, ma question centrale est la suivante. Vous annoncez des prolongations sur les boucliers carburants, boucliers tarifaires, etc. Moi, je pense que ces boucliers, au fond, sont impossibles à soutenir sur la durée, écologiquement plus que discutables, et même en termes d'équité, ils sont assez discutables quand on regarde, au fond, qui bénéficie de quel montant de crédit. Et donc, il faudrait qu'on passe, et c'est ma question, comment est-ce qu'on passe d'une analyse où sur une crise, on met des réponses ponctuelles,
à une considération que la crise est durable et n'est pas temporelle, et donc qui appelle plutôt des réponses de résilience. Et c'est vrai que, par exemple, il vaut quand même mieux isoler les logements que subventionner le chauffage et les courants d'air qu'il y a à l'extérieur. J'ai entendu hier le débat, vous m'avez un peu attristé sur la caricature du vote NUPES. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire 10 milliards d'investissements immédiatement sur la rénovation thermique, par exemple, mais j'avais défendu ça, qu'il fallait changer les ordres de grandeur et plutôt mettre 10 milliards sur la rénovation thermique pour faire de la vraie rénovation thermique et sortir de la dépendance que nous avons aux fossiles et par ailleurs de la précarité énergétique de nombreux ménages. Il faut accompagner ça, évidemment, enfin, de toutes les façons. Mais ma question, c'est comment sortir de ces boucliers, encore une fois ponctuels. La crise est durable et donc il faut plutôt des mesures liées à cette durabilité de la crise qui soient des mesures de résilience pour l'ensemble des bénéficiaires et peut-être des mesures aussi, on différencie les premiers mètres cubes ou les premiers kilowattheures de consommation pour les rendre accessibles à tous aisément. Et puis, on laisse le vrai prix de marché, voire un prix accru pour les kilowattheures pour les montants d'énergie sur ce qu'on pourrait appeler du confort et qui n'est pas la même chose. On doit permettre à tout le monde de chauffer, on n'est pas obligé de permettre à tout le monde de dépenser énormément d'énergie. Merci Daniel. Stéphane Sautarel, puis Isabelle Briquet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste deux questions. Une sur le sujet des collectivités territoriales qui a déjà été abordé puisque dans la LFR 1, un certain nombre de crédits avaient été votés. Au regard de ce qui semble mis en œuvre sur le terrain et des critères, on aurait presque pu s'attendre de manière provocante dans ce PLFR 2 à avoir des réductions de crédits, tant il semble que le nombre de bénéficiaires, les conditions d'éligibilité ne soient pas tout à fait à la hauteur des attentes. Donc j'aurais aimé que vous nous apportiez des réponses sur ce point-là pour savoir si l'objectif de soutien des collectivités qui avait été mis en place dans le PLFR 1 va être traduit de manière concrète sur le terrain, puisqu'aujourd'hui on se heurte à de grandes difficultés. Et ma deuxième question, elle concerne effectivement les crédits qui sont rajoutés au titre des carburants. Donc vous l'avez indiqué avec une première mesure jusqu'à mi-novembre, puis qui maintient les 30 centimes, puis les 10 centimes jusqu'à la fin de l'année 2022. Et je voulais vous interroger, moi en fait ça dépasse le cadre du PLFR 2, mais au-delà sur ce que vous appelez les gros rouleurs travailleurs, mais je voulais aussi insister sur la dimension territoriale de ces besoins. On a pu constater dans différents documents qu'en particulier au niveau de la charge énergétique pour les ménages, il y a un écart considérable entre les urbains et les ruraux, et au niveau des carburants, il en est de même, et c'est même encore davantage amplifié. Donc j'aurais souhaité que vous puissiez nous apaiser ou en tout cas nous apporter des réponses sur la manière dont ceux qui ne peuvent pas se passer de carburant pourront être accompagnés au-delà du 1er janvier 2023. Merci. Merci Stéphane. Donc Isabelle Briquet, puis Christian Klinger. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question un peu en marge, mais quoique aujourd'hui donc nous examinons un second PLFR, nous sommes en plein examen du PLF et pourtant aucun nouveau projet de loi de règlement ne nous a été présenté depuis son rejet cet été. Il me semble que ce texte devait être validé en amont de la discussion de nouveaux textes budgétaires. J'aimerais simplement avoir votre avis à ce sujet et savoir si nous aurons à examiner un nouveau projet de loi de règlement des comptes 2021 avant de débuter l'exercice 2023. Merci Isabelle. Christian Klinger, puis Michel Canvet pour conclure les questions, je crois. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez fait mention, effectivement, dans le cadre de ce PLFR, d'une ouverture de crédit de 2 milliards sur le programme relatif aux rémunérations publiques. Vous avez mentionné que pour l'État, il y avait la création de 907 équivalents temps plein, dont 691 pour le ministère de la Justice. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Par contre, il y a eu aussi la création de 174 équivalents taux plein
temps plein pour les opérateurs de l'État, dont 80 pour l'ARS. Alors certes, l'ARS se voit confier dans les 2 ans qui viennent une nouvelle mission sur le contrôle des EHPAD, mais est-ce que cela n'aurait pas pu se faire en réaffectant du personnel existant? On est à la fin de la pandémie, on peut supposer que les effectifs de l'ARS sont quand même bien fournis, et en réaffectant du personnel sans embauche, on aurait pu donner cette mission. On voit aussi la création de 53 équivalents temps plein pour les services du Premier ministre. En termes de sobriété, on aurait pu faire mieux. Plus globalement, pour le non régalien, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer les effectifs de manière plus serrée et plus sérieuse? Merci, Christian. Michel Canvet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. On peut se réjouir que l'amélioration du solde dans ce PLFR2 soit effectif, exceptionnel, mais on peut exprimer quand même quelques sujets d'inquiétude. En tout cas, nous, au niveau du groupe de l'Union centriste, dans les extrêmes, on l'a déjà fait pour ce qui concerne l'aide au carburant, parce qu'il ne nous semblait pas approprié que ce soit une dépense de guichet, comme a évoqué Vincent Delahaye tout à l'heure, mais qu'il fallait plutôt cibler sur ceux qui en ont besoin pour aller au travail. Et je pense que la sortie sera particulièrement difficile. Moi, quand j'ai fait le plein lundi, c'était 1,90 le carburant, donc avec la remise de 30 centimes. De 30 centimes, ça va faire 2,20 lorsqu'il n'y aura plus les aides de l'État. Inutile de dire que dans nos campagnes, la situation va être extrêmement compliquée parce que lorsque c'était à 1,50, on a connu la crise des Gilets jaunes. Donc je vous laisse imaginer la situation dans laquelle on va se retrouver très bientôt. Donc il va y avoir intérêt à trouver des solutions pour que ceux qui ont absolument besoin de leur voiture pour aller travailler puissent le faire sans que, à la fin du mois, leur compte soit totalement déséquilibré. Il en est de même un peu pour le secteur de la pêche qui est affronté à la difficulté parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen de motorisation des navires que le recours au fioul, au carburant. Et donc, ils sont obligés d'utiliser le carburant. Et aujourd'hui, on a les plus vives inquiétudes et sans doute qu'un certain nombre de bateaux vont devoir rester à quai parce que, économiquement, il ne sera plus tenable de pouvoir sortir avec un prix du fioul qui dépassera les 1 euro le litre. Donc, on a un certain nombre de sujets devant nous. Alors, hier, nous évoquions la loi de programmation des finances publiques, Monsieur le Ministre. Nous étions assez inquiets quand même sur les créations de postes. Bon, certes, la loi de programmation dit stabilité des effectifs, mais on voit déjà que dans le PLF 2023, on est à près de 10 000 créations de postes. Et puis, ici, dans la loi de finances rectificative, on est à un peu moins de 1000, on est à 907. On se dit, il y a toujours de bonnes raisons pour créer des emplois. Donc, la question de la stabilité des effectifs dans la loi de finances va être difficile, dans la loi de programmation des finances, va être difficile à tenir avec toujours les bonnes raisons qu'il y a de créer des postes. On le voit au niveau de l'ARS. Je pense que les effectifs de l'ARS ont été significativement augmentés au niveau de la pandémie. Mais là, on en rajoute encore en loi de finances rectificative un certain nombre de postes. Donc, ce sont des dépenses et des dépenses de fonctionnement qui vont être récurrentes et qui vont donc peser sur nos comptes à l'avenir. Donc, il faut que l'on soit très attentif à ça. L'exemple doit venir du haut, parce que quand on crée 50 postes de cabinet de plus, il y a certainement de bonnes raisons, mais dans la gestion au quotidien de nos comptes publics, ça fait des charges supplémentaires. Et l'exemple n'est donc pas montré de là-haut. Et ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Alors, nous avions proposé la taxe sur les profits. J'y reviens parce que, pour autant, tout le monde apprécie que l'État soit particulièrement présent auprès de tous ceux qui sont en difficulté, mais il faut qu'on songe à nos comptes publics aussi. Et je crois qu'il ne faut pas avoir de dogme là-dessus, Monsieur le Ministre. Il faut admettre que, à situation exceptionnelle, on constate qu'un certain nombre d'entreprises vont bien et ça rejaillit sur le niveau de l'impôt sur les sociétés, on s'en réjouit tous, mais quand même, il faut que, face à cette situation, compte tenu de l'effort que fait l'État, qu'on ait aussi des recettes exceptionnelles qui soient récupérées de façon à éviter la dégradation du solde, parce que la dégradation du solde, c'est un budget
qui termine à plus de 160 milliards de déficit, on ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça, parce qu'il y a un moment où on n'arrivera plus à trouver l'argent qui nous est nécessaire pour pouvoir boucher le trou et rembourser les prêts qui arrivent à échéance. Attention au défaut de paiement. Il peut nous guetter un jour ou l'autre, la confiance peut tomber parce qu'un certain nombre de circonstances, etc., et nous mettre en très grande difficulté. Donc il faut qu'on soit attentif et qu'on veille à ce que nos dépenses soient les plus rigoureuses possibles et qu'on ne se prive pas de recettes exceptionnelles. C'est normal qu'un certain nombre participent à l'effort en même temps que l'État accompagne les plus en difficulté. Merci, Michel. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Beaucoup de questions sur de nombreux sujets et je vais m'efforcer d'y répondre dans le détail. Première question, c'était Didier Rambaud sur le fonds d'aide aux universités pour leurs factures d'énergie. Et je répondrai par la même occasion à Vanina Paoli-Gagin qui a également interrogé sur ce sujet-là. Oui, il y a bien 150 millions d'euros de ce que vous appelez crédit frais. C'est un effort majeur en ouverture auquel s'ajoute l'effort de marge existante sur les programmes qui auraient pu sinon être annulés. C'est pour ça que la distinction entre crédit frais, pas frais, le fait est qu'il y a des crédits qui auraient pu par des économies de constatation être annulés, qui ne le sont pas pour venir alimenter ce fonds. Et en crédit frais, il y a 150 millions d'euros supplémentaires. Même durant la crise Covid, on avait annulé en fin de gestion sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec notamment des sous-exécutions sur les bourses. C'est un choix qui avait été fait. Là, on fait un choix inverse, qui est de ne pas annuler certains crédits pour venir soutenir les universités. Dans le détail, donc c'est bien un fonds de 275 millions d'euros sur 2022 pour aider à passer l'hiver. Donc c'est décaissable en 2022. Je vous détaille un peu les modifications qui aboutissent au nouveau schéma. Il y a une ouverture de 144 millions sur le P150 pour les universités au lieu des annulations de 55 millions d'euros prévues dans le schéma de fin de gestion. Donc c'est 2 millions d'euros de provision université. Sur le P172 pour les opérateurs de recherche, il y a une annulation de 60 millions au lieu des 115 millions en PLFR. S'il y a un problème au prochain, on gérera évidemment sur la réserve de précaution. Ça fait 55 millions d'euros de provision opérateurs. Et sur le programme 231, donc vie universitaire, les CROUS, il y a une annulation de 68 millions d'euros au lieu de 88 millions d'euros sinon. Donc c'est 20 millions d'euros de provision. Et on y rajoute 5 millions d'euros pour les autres besoins des CROUS. Sur le modus operandi, la manière de solliciter ces fonds pour les universités, je renvoie vraiment aux précisions qu'apportera ma collègue Sylvie Retailleau. Elle les travaille justement en ce moment même avec les opérateurs des universités et de la recherche pour préciser tout cela. Je vous parlais de 2022 à l'instant, ça a donc vocation à soutenir, à couvrir les surcoûts 2022, mais aussi en 2023. Et donc ce qu'on a déjà arbitré, c'est qu'il y aurait un versement en 2 temps, le premier de manière homogène selon les surcoûts qui sont observés fin 22 et le second en tenant compte de la situation financière des établissements. Et donc la partie qui n'aura pas été versée en 2022 sera reportée sur 2023, mais à nouveau sur le calibrage. Ça reste en cours du côté de Sylvie Retailleau qui pourra vous donner davantage de détails sur ce sujet. Je passe ensuite aux questions de Monsieur Delahaye, qui est là, sur la question j'essaye de me relire, plus de détails, documentation sur les recettes. Effectivement, dans le détail, il y a le Voies et Moyens, tome 1, et le rapport économique, social et financier qui détaille les recettes, mais pas nécessairement, et c'est vrai, je vous l'accorde, le sous-jacent des prévisions. Il y a souvent des questions des rapporteurs généraux qui sont posées sur le sujet et on s'efforce d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. 1, effectivement, si nous venions à ne pas atteindre l'objectif d'1% de croissance, de fait, ça se ressentirait dans les recettes. Par définition, la prévision de recettes est aussi liée à la prévision de croissance que nous fixons dans le texte. Sur le volet sécurité sociale, nous prenons l'hypothèse d'une augmentation de la masse salariale en 2023 de 5%. Après 8,6% en 2022. Et ça explique par exemple une hausse de 22,7 milliards d'euros des cotisations sociales en 2023, après plus 26,8 milliards d'euros en 2022. Pour vous donner un sous-jacent sur une partie des recettes. Sur ensuite la question de France Compétences et des primes apprentissage. Alors,
Vous avez mentionné les primes à l'embauche pour les employeurs sur l'apprentissage. Ces primes ne sont pas financées par France Compétences, mais sur le budget de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des économies. Et là-dessus, je suis aussi un promoteur d'économies en la matière. D'ailleurs, les crédits que nous avons alloués au ministère du Travail pour financer les primes apprentissage ne correspondent pas aux crédits nécessaires pour couvrir les besoins d'apprentissage avec le même niveau et le même montant de primes. Ça veut dire que le ministère du Travail va devoir, et d'ailleurs il a commencé à le faire, travailler en concertation avec les partenaires sociaux un nouveau barème des primes. C'est vraiment mon collègue Olivier Dussopt qui annoncera le nouveau montant. Il y a plusieurs possibilités, soit une diminution globale des primes accordées aux employeurs, soit raisonnée en niveau de formation. Est-ce que pour les masters, par exemple, il faut garder un tel niveau de soutien ou pas? Voilà, chacun peut avoir un avis sur la question. J'en ai un, pas totalement l'externaliser ici, c'est des discussions interministérielles, mais je pense qu'il faut garder un niveau de soutien important pour ceux qui sont en dessous du bac et peut-être jusqu'à bac plus 2, bac plus 3 pour les BTS IUT. Garder un tel niveau de soutien pour des masters, je ne suis pas certain que ça soit nécessaire. Par ailleurs, ce qu'on note quand même, et je crois qu'il y a eu aussi des travaux sénatoriaux sur le sujet, c'est quand même que le décollage de l'apprentissage, on le doit évidemment à ce qui a été fait dans le cadre du plan de relance avec des primes très importantes, mais en réalité, quand on regarde, le décollage a commencé avant. Alors c'est une courte période, donc il faut vraiment le regarder finement, mais en réalité, le décollage, il a démarré au moment où on a fait l'aide unique à l'apprentissage, qui n'était pas du tout d'un montant de 8 000 € par contrat, qui était plutôt autour un peu au-dessus de 4 000 €, je crois. Mais dès lors qu'on a simplifié les choses, qu'on a fait l'aide unique, on a déjà observé un décollage. Donc je ne pense pas que revoir à la baisse le barème des primes à l'apprentissage entraînerait un effondrement de l'apprentissage dans notre pays. Je ne crois pas du tout. Mais donc c'est un travail qui est engagé par mon collègue Olivier Dussopt. Encore une fois, il y a des économies à faire sur France Compétences et sur le CPF. Voilà, là aussi, je pense qu'on aura des débats et que les travaux qui ont été faits par le Sénat dans le rapport sénatorial sont assez éclairants. Il y a des formations dont on se demande si elles doivent être financées sur le CPF. Voilà. 8 millions d'euros pour des formations pour pratiquer des massages bien-être. Alors c'est un détail, hein, c'est 8 millions d'euros. Enfin, je veux dire, est-ce que ça a vocation à être financé sur France Compétences? Je ne sais pas. C'est important d'avoir des masseurs bien-être dans notre pays. Mais est-ce que ça doit être financé par le compte personnel de formation? Ça pose question. Des formations en sophrologie pour 11 millions d'euros, est-ce que ça doit aussi être financé ou pas? C'est des petits montants, mais enfin, quand vous mettez bout à bout des formations qui posent question, on arrive à des gros montants. Voilà. Il y a d'autres questions qui se posent. Alors là, on est sur des montants beaucoup plus gros. Et pour le coup, je pense que la question se pose plus et il y a plus de débat. Mais par exemple, sur les tests de langue, je crois que c'est, je regarde mon équipe, vous me dites si je me trompe, 500 millions d'euros, c'est ça? Test de langue. On sait qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont besoin d'un test de langue tamponné pour accéder à certains métiers. Est-ce que pour autant un test de langue vient vous faire acquérir une compétence? Il vient plutôt la faire certifier. Donc la question se pose aussi sur ce sujet-là. En tout état de cause, il y a des économies prévues, encore une fois, sur les coûts contrats et pour le CPF avec une participation financière et on aura l'occasion d'en débattre dans le cadre du PLF. Sur les collectivités territoriales, vous m'avez interrogé, M. Delahaye, M. Sautarel m'a interrogé aussi et d'autres sur le filet de sécurité. Le filet de sécurité que vous avez voté en 2022 dans le PLFR cet été était de 430 millions d'euros pour les collectivités locales. Le 1,5 milliard, c'est le filet qui est prévu pour 2023, en plus du bouclier qui a été annoncé par la Première ministre qui va bénéficier aux collectivités locales. Sur le filet de sécurité de 430 millions d'euros, on se souvient, je ne vais pas rappeler les critères, ils sont assez techniques, mais ils ont aussi été travaillés avec l'apport du rapporteur général de la majorité sénatoriale qui a fait évoluer le dispositif qui avait été adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale et proposé au départ par une députée socialiste, Madame Pires-Beaune, qui connaît très bien le financement des collectivités locales. Ce que je peux vous dire, c'est que 2 semaines après le lancement du dispositif, puisque le décret est paru il y a 2 semaines, mes services de la Direction générale des finances publiques ont pris contact avec 8500 collectivités. Je leur ai demandé de faire du proactif, de ne pas attendre que les collectivités viennent sonner à la porte de la DDFiP, mais d'identifier, on voit à peu près lesquelles, les collectivités les plus fragiles, pour leur faire connaître le dispositif, leur dire qu'elles peuvent y avoir recours. Sur ces 8500, il y a plus d'1 millier, 1500 demandes d'acompte qui sont revenus des collectivités locales et d'ores et déjà 750 demandes d'acompte qui ont été acceptées. Et il y a donc déjà un nombre important d'acomptes qui ont été ordonnés. Ce que j'ai demandé à mon équipe et à mon cabinet, c'est qu'il y ait un point qui soit fait chaque semaine et que chaque semaine, mon cabinet envoie un mail à chaque sénateur avec la liste des communes de son département pour lesquelles un acompte a été accepté. Voilà, transparence.
Je pense que c'est important. Je considère que dès lors que c'est en plus un dispositif qui a été construit de manière transpartisane par l'ensemble des groupes, c'est normal que tout le monde puisse avoir l'information sur sa réalisation au fil de l'eau chaque semaine. Ça demande beaucoup de travail, donc désolé si parfois il y a peut-être un petit délai dans l'envoi du mail, mais en tout cas j'ai demandé qu'il y ait ce reporting qui soit fait. Évidemment, on le fera aussi pour les députés, majorité comme opposition. Ensuite, il y a le filet de sécurité 2023. On a retenu dans le cadre du 49.3 sur la partie 1 du PLF un amendement parlementaire qui prévoit une enveloppe d'1,5 milliard et qui prévoit un dispositif technique de filet de sécurité qui est un peu différent de celui de 2022. Est-ce que c'est le bon dispositif ou pas? Pour le coup, je m'en remets à la sagesse sénatoriale, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire au rapporteur général. On attend beaucoup des travaux que vous conduirez sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut se dire qu'il y a 3 fois plus d'argent que prévu en 2022 pour le filet de sécurité collectivité locale en 2023, que notre objectif et notre intérêt, c'est qu'il soit dépensé et qu'ils aillent au bon endroit, au bon moment, et vous fait confiance pour calibrer le dispositif que vous jugez le plus pertinent et le plus efficace pour soutenir les collectivités en 2023. On aura là aussi des discussions sur le sujet en dans le PLF. Sur la distinction investissement financé, investissement productif, je n'ai pas la réponse là tout de suite, mais je m'engage à demander à mes équipes de la trouver et qu'on puisse vous communiquer si on dispose des données. Madame Lavarde, sur la question des EHPAD. En fait, pour les EHPAD, globalement sur le secteur de la santé et le médico-social, c'est un peu différent du budget de l'État, puisqu'il y a un PLFSS rectificatif, mais qui est intégré au PLFSS de l'année suivante. C'est la partie 2 du PLFSS, qui est en fait un PLFSS de fin de gestion, mais pour le PLFSS, c'est intégré dans le PLFSS de l'année suivante. Et donc on prévoit dans ce PLFSS de fin de gestion, qui est la partie 2 du PLFSS 23, une enveloppe de 800 millions d'euros pour faire face au surcoût de l'inflation dans le secteur hospitalier, dans le secteur médico-social. De même qu'on prévoit 800 millions d'euros en plus pour 2023. C'est des chiffres qui ont été travaillés, affinés avec les fédérations hospitalières et médico-sociales. Alors j'entends certains qui nous disent parfois les fédérations hospitalières faisaient état d'un besoin d'1,1 milliard d'euros et vous mettez que 800 millions. Oui, sauf qu'il y avait déjà en loi de financement de la sécurité sociale initiale pour 2022 autour de 300 millions d'euros qui étaient provisionnés dans les ARS pour venir soutenir la trésorerie d'établissements qui étaient impactés par la hausse des prix de l'énergie. Donc au global, on s'y retrouve sur le milliard 1. Et je remercie la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales du Sénat qui a proposé de rétablir dans le PLFSS cette disposition rectificative, puisque à l'Assemblée nationale, elle avait été rejetée par une coalition des oppositions qui avait supprimé la partie rectificative du PLFSS, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas les 800 millions d'euros pour les hôpitaux et le médico-social, ce qui est un peu dommage, de la même manière qu'ils avaient rejeté la prise d'acte des comptes 2021, qui est la partie 1 du PLFSS. Donc merci de l'avoir rétabli. Sur le CAS Radar, oui, une rebudgétisation du CAS Radar est étudiée, ça ne date pas d'aujourd'hui, on en entend parler depuis longtemps, notamment pour le coup au regard de la révision de la LOLF de 2021, qui appelle à une rationalisation des dispositifs extra-budgétaires. Et donc on travaille là-dessus, mais comme vous l'avez dit, au regard du nombre de parties prenantes, ce sujet nécessite un temps de concertation afin que chacun soit in fine assuré de la pérennité de ses ressources. Je ne parle pas que de mon collègue du ministère de l'Intérieur, mais aussi évidemment les collectivités locales et la FITF, s'agissant du financement des transports. Mais je dirais pour ma part, je ne prends pas trop de risques en le disant puisque c'est connu, je suis plutôt favorable à cette rebudgétisation. Sur ensuite les questions de Monsieur Bilac sur les accompagnateurs qui seraient des, je ne reprends pas le terme, mais chacun l'a entendu, je vous l'ai fait repréciser. Oui, enfin, évidemment, l'objectif, c'est que ça soit plus simple pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités locales ou que ce soit les particuliers. Et là-dessus, mes collègues qui sont chargés du sujet y travaillent. Je pense que mon collègue Klein aura l'occasion de répondre à des questions sur ce sujet-là, mon collègue Béchu également, mais je vous rejoins totalement dans le fait qu'on peut simplifier les démarches, notamment pour ma prime rénov pour les particuliers, où ça reste aussi très compliqué sur un certain nombre de dossiers. Sur la dotation pour dépenses accidentelles ou imprévues, oui, on garde un matelas. Il y avait 1 milliard d'euros qui était prévu. On annule 500 millions d'euros, mais on garde 500 millions d'euros parce que par définition, en 2 mois, il peut se passer des choses dans notre pays. On a vu ces dernières années des crises survenir. Donc pour répondre à votre question, oui, nous gardons 500 millions d'euros. Sur Monsieur Seguin, vous avez posé plusieurs questions très concrètes. Sur le chèque carburant travailleur, et ça répond aussi à Monsieur Sautarel qui avait posé une question sur le sujet, les modalités sont encore en cours de définition. Ce que je peux vous dire sans trop me risquer,
c'est qu'on va probablement être très proche des modalités qu'on avait retenues pour l'indemnité carburant travailleur qu'on avait proposé au Parlement cet été. Pour mémoire, cet été, on avait proposé de sortir de la ristourne au profit d'un dispositif ciblé indemnité carburant travailleur. Après des discussions avec notamment le groupe LR de l'Assemblée nationale qui nous ont permis d'avoir une majorité sur le PLFR à l'Assemblée nationale, nous avons retiré notre indemnité carburant travailleur au profit d'une ristourne augmentée, ce qui était demandé par les LR de l'Assemblée nationale. Ça nous a permis d'avoir une majorité sur le texte. Raison pour laquelle nous avons une ristourne de 30 centimes et pas de dispositif, ciblé. Moi, ce que je proposerais bien, mais encore une fois, c'est si vous le souhaitez, monsieur le président Reynal, monsieur le rapporteur général, c'est que les services de la DGFiP fassent, pour les sénateurs qui le souhaitent, une présentation du dispositif. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été dites cet été, et je pense qu'on n'a pas été bon pour convaincre que c'était un dispositif utile et pertinent. D'abord, on a entendu que ça allait être une usine à gaz, que ça allait être très compliqué. C'est pas le cas du tout. Je me suis fait montrer le dispositif et la page web de la DGFiP sur le sujet. C'est totalement simple. Et deux, ça a été présenté comme un nouveau chèque qui irait à des gens qui ne travaillent pas alors que les classes moyennes qui bossent seraient oubliées. Pas du tout, puisque le premier critère pour bénéficier de l'indemnité, c'est d'avoir des revenus d'activité, c'est de travailler. Alors ça exclut un certain nombre de gens, notamment les retraités. Voilà, il faut le dire. Mais si on dit qu'on faut un dispositif ciblé, à un moment, il faut qu'il soit ciblé. Et donc voilà. Mais donc, pour résumer les choses, et encore une fois, ils peuvent venir vous faire une démonstration, et ça serait même utile d'avoir votre retour terrain sur si c'est simple. Vous rentrez votre numéro de télédéclarant, vous rentrez votre numéro de carte grise. Ça permet de croiser les fichiers et de voir, 1, si vous avez des revenus d'activité, 2, si vous êtes dans les plafonds de revenus, 3, si vous avez bien une voiture. Et si c'est le cas, le versement vous est fait dans les 3 à 5 jours sur votre compte bancaire directement. C'est totalement simple. Moi, je suis très favorable à ce qu'on réactive ce dispositif qui devait bénéficier, je crois, dans la mouture de cet été, à 12 millions de bénéficiaires. Et évidemment, ça tient compte, pardon, monsieur Sautarel, du rural, puisque de mémoire, dans le dispositif, il y avait une bonification prévue selon le nombre de kilomètres que vous déclarez faire avec votre voiture pour aller travailler. Évidemment, il y a une part de déclaratif. On ne mettra jamais un contrôleur de la DGFiP, il faudra recruter beaucoup de fonctionnaires pour revenir sur un débat qu'on a eu, pour vérifier combien de kilomètres fait chacun avec sa voiture. Mais il pourra y avoir des contrôles aléatoires sur facture d'essence pour contrôler. Sur ensuite la deuxième question de monsieur Segouin sur le CPF. Vous m'avez demandé quels étaient les objectifs et quels sont les indices d'un résultat sur le sujet. L'objectif avec la loi Avenir Pro de 2018, c'est clairement de démocratiser l'accès à la formation professionnelle. C'est pour ça que le CPF a été créé. Et aujourd'hui, le CPF, il permet à tous les actifs de plus de 16 ans d'acquérir des droits à la formation qui sont désormais libellés non plus en heures, mais en euros, à raison de 500 € par an, plafonnés à 5 000 €, respectivement 800 et 8 000 € pour les travailleurs salariés non peu qualifiés et les travailleurs en ESAT. Donc, est-ce que l'objectif d'avoir un système plus simple pour recourir à de la formation professionnelle a été tenu? Je pense que oui. Objectivement, le système précédent, libellé en heures, où la plupart des salariés, par ailleurs, ne savaient même pas combien d'heures ils avaient droit, il y avait un manque d'informations, c'était objectivement très compliqué. Est-ce qu'il faut pour autant considérer qu'il n'y a pas besoin de réguler cette dépense? Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. On constate que cette dépense augmente avec un prix moyen des formations en 2022 qui est de 1 420 €. C'est une augmentation de 17% par rapport au prix moyen de la formation en 2019. On voit que certaines formations financées semblent pour partie déconnectées d'objectifs de montée en qualification, d'où ce que je mentionnais tout à l'heure sur des formations un peu anecdotiques, mais voilà, il y a des formations dont on se dit on n'est pas totalement sûr que ça doit être financé. Donc on doit continuer à avoir ce travail-là, mais au global, ça permet quand même à nos concitoyens de recourir davantage à la formation professionnelle, ce qui est un objectif important. Sur les PGE, oui, il faut évidemment regarder aussi le nombre de contentieux et la chute de trésorerie. Je vous rejoins totalement. La sinistralité des PGE qui est estimée ici pour le PLFR de fin de gestion à court terme doit être regardée avec une précision un peu plus grande et on continuera à regarder en 2023 et ensuite à regarder évidemment les données. Ce qu'on constate cependant, c'est que oui, il y a une remontée du nombre de défaillances d'entreprises avec la reprise de procédures contentieuses, mais que entre octobre 2021 et septembre 2022, dernière référence en date, le nombre de défaillances a atteint 37 000, ce qui reste inférieur de 28% à ce qu'on constatait en 2019 avant la crise sanitaire sur une même période. Pour dire les choses un peu clairement,
Il y a une remontée de la sinistralité, c'est normal, puisqu'on est sorti aussi du quoi qu'il en coûte. Et donc, il y a des entreprises qui ont, parfois certains ont parlé d'entreprises zombies, etc., mais qui ont tenu grâce au quoi qu'il en coûte, et qui, quand on sort du quoi qu'il en coûte, ne tiennent plus. Mais on reste à des niveaux inférieurs de près d'un tiers, donc de plus d'un quart, à ce qu'on connaissait en 2019 avant la crise sanitaire. Donc, ça reste quand même positif. Sur la chute de trésorerie, oui, il faut regarder ce point-là. Et ce qu'on constate d'ailleurs, parce que dans le débat, on entend beaucoup dire les entreprises gardent des marges très importantes. Il y a un point qui est intéressant à regarder, c'est que oui, les marges des entreprises restent importantes. Quand vous retirez le secteur de l'énergie, vous avez des marges qui baissent beaucoup sur les autres secteurs de l'économie. Donc il faut regarder plus finement, vous avez raison de le dire, et donc faire attention, je reviendrai sur la question des super profits, aux décisions qu'on prend sur des entreprises de secteurs qui ne sont pas partie du secteur énergétique, mais qui voit une situation qui se tend en ce moment, qui pourrait se tendre encore en 2023, d'où la précaution qu'on doit avoir sur les choix qu'on fait, à mon sens. Sur la question de Vincent Capo-Canellas sur politique monétaire restrictive versus politique budgétaire accommodante, là pour le coup, Bruno Le Maire est venu hier en discussion générale de la LPFP pour porter ce message-là vraiment très fortement. Il l'a porté hier. Vous avez totalement raison, la politique monétaire se resserre avec la remontée des taux de la BCE pour lutter contre l'inflation. Ça veut dire qu'on est sorti de la parenthèse de l'argent gratuit. On n'emprunte plus à taux nul, voire ou à taux zéro. Et donc, ça confirme la nécessité de passer du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Et donc, d'avoir des dispositifs ciblés et des mesures d'économie par rapport à ce que je disais, puisque le poids de la dette est désormais beaucoup plus sensible au renchérissement de notre charge d'intérêt après des années de baisse. Ça nécessite donc effectivement un sérieux budgétaire, une maîtrise des dépenses. On a eu des débats hier nourris sur la LPFP, sur le rythme de maîtrise des dépenses dans les 5 années à venir. On considère que le rythme qui est proposé, qui permet de stabiliser la dette en 26 et de revenir sous les 3% en 27, permet quand même d'avoir cette maîtrise qui est un message aussi rassurant pour les agences de notation, les investisseurs, ce qui permet de contenir la remontée de nos taux, mais qu'avoir une politique plus, le rapporteur général n'a pas aimé que je parle de brutale hier, mais en tout cas plus rapide, risquerait de casser la dynamique de croissance économique et donc in fine d'être négative pour les finances publiques. Donc, mais on continuera à avoir ce débat dans le cadre de la LPFP. J'en profite pour saluer la responsabilité du Sénat d'avoir adopté une LPFP parce qu'on en a besoin pour notre crédibilité internationale et pour les fonds européens du plan de relance. Sur les questions ensuite, Monsieur Breuiller, j'ai répondu sur les universités, j'en ai parlé. Sur objectivement, oui, évidemment que philosophiquement, on préférerait tous mettre l'argent sur les rénovations thermiques et sur du structurel plutôt que sur du conjoncturel et sur du bouclier tarifaire pour compenser des hausses de prix de l'électricité. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, en tant que ministre du budget, je ne regarde pas juste combien on dépense, je regarde aussi si on dépense bien et là où c'est utile. Et en l'occurrence, ce qui est utile, c'est d'investir pour aider les Français à mieux isoler leur logement, à changer de véhicule et avoir ces investissements de long terme. Maintenant, on a, je pense, tous un principe aussi de réalité et de pragmatisme. Moi, je ne sais pas expliquer aux Français l'an prochain que leur facture d'électricité et de gaz va augmenter de 120% parce qu'on met tout l'argent sur la rénovation énergétique. Alors même, en plus, vous l'avez dit, qu'on n'est pas du tout sûr d'être capable de faire suffisamment de rénovation énergétique, ne serait-ce qu'en termes de capacité de la filière BTP, avec tous les crédits qui sont mis sur le bouclier tarifaire. Donc en fait, il faut arriver à faire les deux. Il faut arriver à faire les deux, c'est-à-dire soutenir de manière conjoncturelle, de manière ponctuelle, les Français face à la hausse des prix de l'énergie et aller de plus en plus vers un soutien ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'on fait sur l'essence. Ça va être dur. Je reviendrai sur l'intervention de M. Canvet. Ça va être dur, mais il faut le faire. Et garder des marges de manœuvre pour investir dans la rénovation énergétique dans du plus long terme. C'est ce qu'on fait puisque les crédits dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments et des logements augmentent. Et sur la conversion du parc automobile, ça augmente aussi. Monsieur Sautarel, j'ai répondu sur les collectivités territoriales et l'indemnité carburant travailleur. Madame Briquet, sur le projet de loi de règlement. L'examen du PLF pour l'année suivante, donc l'année 2023 en l'occurrence, est conditionné non pas à ce que le projet de loi de règlement N-2 ait été adopté, mais à ce qu'il ait été mis au vote. En l'occurrence, il a été mis au vote, il a été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture. Donc l'examen et la constitutionnalité du PLF 2023 n'est pas remise en cause par le fait que le projet de loi de règlement n'ait pas été adopté. Il aurait été remis en cause si on ne l'avait pas mis au vote, si on ne l'avait pas fait discuter par le Parlement. Sur les conséquences de ce rejet, on continue à échanger puisque c'est un fait inédit. On en vit un certain nombre en ce moment non pas seulement la Ve République, la République tout court. Je crois qu'il n'y avait pas eu de projet de loi de règlement rejeté depuis... je regarde mon équipe.
Monarchie de juillet, c'est ça? Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le... voilà. Mais depuis longtemps, et donc ce qu'on regarde, c'est les conséquences particulièrement comptables de ce rejet. En gros, est-ce que ça a un impact sur la certification de nos comptes ou pas? Si ça n'en a pas, est-ce qu'il est nécessaire de remettre un projet de loi de règlement pour 2021, vu que les oppositions à l'Assemblée nationale nous disent on rejettera vos projets de loi de règlement? On n'a pas la majorité absolue, donc à la fin, ça laisse peu de place pour adopter un projet de loi de règlement ou pas. Donc voilà, on va voir. Si c'est nécessaire, en tout cas, on déposera un nouveau texte. Monsieur Klinger, sur les ETP pour les ARS, vous l'avez dit, hein, c'est des ETP qui sont prévus pour faire face à ce qu'on a annoncé suite à l'affaire Orpea, c'est-à-dire un plan de contrôle massif des EHPAD dans notre pays. Il faut renforcer pour ça les équipes des ARS. Mais évidemment, on continuera à chercher partout où c'est possible des marges d'efficience. Et c'est vrai que leur schéma d'emploi avait été relevé au moment de la crise sanitaire. Donc je pense que dans les années à venir, on devra pouvoir trouver des marges de ce point de vue-là. Je termine par Monsieur Canevet sur la question de la fin de la ristourne. J'ai répondu, oui, ça va être dur. Je ne ferai pas de parallèle avec les Gilets jaunes. Je pense que les Gilets jaunes, le déclencheur, ça a été une décision du gouvernement de renchérir le prix du carburant en augmentant la taxe carbone. Je pense, et ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde, mais je pense que les Français ont intégré que la hausse des prix du carburant n'est pas le fait d'un choix du gouvernement, mais le fait d'un renchérissement du coût du carburant au niveau mondial lié à la crise que nous connaissons. Mais j'assume que nous passions à un soutien ciblé, parce qu'on ne peut pas se payer une ristourne à vie. Il faut aussi, moi je suis là pour avoir un discours de vérité, et vous êtes d'accord avec ça, mais ça ne fait pas plaisir à entendre pour nos concitoyens, mais on ne peut pas se payer une ristourne à vie. Prolonger de 15 jours la ristourne sur le carburant, comme l'a annoncé la Première ministre, c'est 440 millions d'euros pour 15 jours. Ben, c'est énorme. On sait aussi par ailleurs que l'argent public, avec la ristourne, il finance aussi en partie le plein de frontaliers, des Belges, des Allemands, des Luxembourgeois, il y a même des Suisses qui viennent faire leur plein en France. De départ en week-end aussi, de SUV, voilà. Donc il faut cibler l'accompagnement. Je ne dis pas que ça va être simple, ça va être difficile, mais on assume de le faire. Sur la pêche, on est très vigilant. Il y a un dispositif, j'aime pas les anglicismes, mais de top-up qui avait été décidé sur la remise carburant générale pendant le plan de résilience avec des ouvertures en décret d'avance au printemps. Ça devait se terminer fin août et on l'a encore prolongé de 2 mois. Donc il y a au global une remise, je crois, de 35 centimes pour la pêche. On sera très vigilant. Je ne peux pas vous dire ce qui sera décidé. Mon collègue Hervé Bervy, évidemment, est très vigilant sur ce sujet-là. On sera vigilant à protéger nos pêcheurs. Enfin, sur la stabilité des effectifs publics, oui, c'est le mandat qui m'a été donné par la Première ministre à l'horizon du quinquennat. Il y a des créations importantes l'année prochaine parce qu'on traduit les engagements pris dans le cadre de la campagne présidentielle par le président, notamment de créer 8500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires. On en met 3000 l'année prochaine. Renforcer les postes pour le ministère de la Justice. On en crée un certain nombre pour l'année prochaine. Ministère des Armées. Il y a 3000 créations prévues dans le prochain quinquennat avant nouvelle loi de programmation militaire, qui pourrait renforcer là aussi le schéma d'emploi. Tout ça pour dire que dire qu'il y a une stabilité des effectifs publics ne veut pas dire que les choses seront figées. Quand on crée 8500 postes dans la justice, 8500 postes au ministère de l'Intérieur, au moins 3000 postes pour le ministère de la Défense, ça veut dire que ces postes, il va falloir les trouver ailleurs, redéployer. Et donc c'est évidemment un choix qu'on assumera. Mon ministère, Bercy, est régulièrement mis à contribution. Il le sera probablement encore, mais il y a un moment où ça ne peut pas être non plus une ressource inépuisable. Et on sait qu'il y a d'autres opérateurs et d'autres ministères qui pourront être mis à contribution. Enfin, je serai vraiment très court, mais sur la taxation des superprofits, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui s'est passé depuis quand même le débat qu'on a eu cet été où le groupe Union Centriste avait proposé un amendement sur les superprofits, c'est qu'on a ajouté une taxation des superprofits en PLF. Cet été, je me souviens, quand on parlait du renvoi au travail européen, on était un peu accusé par certains de faire une manœuvre dilatoire. En gros, ils renvoient au niveau européen pour enjamber le débat, mais il n'y aura pas de taxation des superprofits. Depuis, il y a eu un accord européen et il est traduit dans le PLF. Et c'est quand même assez massif, puisqu'il y a une partie de la taxation sur les superprofits décidée au niveau européen qu'on faisait déjà en France. Ça s'appelle le mécanisme CSPE. On récupère la rente inframarginale des énergéticiens dans le renouvelable. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et ensuite, ce qu'on rajoute suite au mécanisme européen, c'est 7 milliards d'euros quand même. 7 milliards d'euros en plus. En gros, on va capter les rentes indues des énergéticiens dans le renouvelable et dans le fossile, puisqu'il est aussi concerné. Ce qui est proposé, en tout cas ce qui était proposé cet été,
c'était d'avoir une taxation qui concerne l'ensemble des secteurs, y compris des secteurs dont on ne peut pas dire qu'ils bénéficient de manière indue de l'inflation pour avoir des bénéfices ou des profits supplémentaires. Là, nous là-dessus, on n'est pas d'accord. Effectivement, on a un désaccord parce qu'on souhaite garantir un message de stabilité et de cohérence pour les investisseurs qui montre qu'on n'augmente pas les impôts, y compris sur les entreprises en France. On a réussi à redevenir le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le baromètre Ernst & Young pour la 3e année consécutive qui le dit. On a quand même une courbe qui est en train de s'inverser, il faut être très vigilant, mais d'un point de vue de l'industrie, avec des créations nettes d'emplois dans l'industrie ces dernières années. On est à des niveaux faibles, mais ça fait suite à des années d'hémorragie. Il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment dans notre pays. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. On a des investissements massifs qui sont annoncés. Ces investissements, quand on échange avec les chefs d'entreprise, ils font suite aussi quand même à une forme de stabilité dans notre politique fiscale et au fait qu'on n'augmente pas l'impôt sur les entreprises. Donc on assume de le faire pour les entreprises qui bénéficient de manière indue de l'inflation dans le secteur de l'énergie, mais pour les autres, on n'y est pas favorable et on continuera à défendre cette ligne. Mais on aura ce débat et c'est un beau débat qui est légitime dans l'hémicycle. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour cette audition. Nous allons nous laisser le week-end quand même pour ne pas nous voir. Nous retrouverons. On va se revoir très vite. Nous nous reverrons très vite. Merci beaucoup. Merci.